Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous construisons toute l'humanité, l'ensemble de l'humanité, nous sommes 8 milliards à peu près aujourd'hui, tous, chaque être humain travaille à une œuvre fondamentale et majeure, qui est l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est pour dans quelques siècles. Il faudra quelques siècles encore d'évolution. Mais nous avons fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir l'humanité, une humanité, alors ça a pris du temps, ça fait des millions d'années, et aujourd'hui, on voit tout le chemin qui a été parcouru. Et il y a un sens à cette évolution, selon moi, un sens caché, qu'on n'est pas très loin de découvrir, que l'humanité va découvrir. Grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'IA, grâce à la puissance des nouveaux ordinateurs On va pouvoir modéliser l'ensemble de l'évolution et comprendre le sens derrière. Donc, comprendre le sens de ce que nous réalisons de façon inconsciente, eh bien, ça veut dire le réaliser de façon consciente, c'est-à-dire sans les problèmes qu'engendre une évolution inconsciente. Puisque là, nous construisons sans le savoir quelque chose, et on le construit en antagonisme, en se bagarrant entre nations, entre pays, entre sociétés. On utilise la guerre, la destruction, pas que ça bien sûr, mais ça fait partie de tous nos moyens d'évolution. Et ces moyens-là, on peut les écarter parce qu'ils sont absurdes. Quand on y réfléchit, de se bagarrer perdu au milieu de l'univers sur une planète, c'est complètement absurde, quoi. De ne pas mettre notre travail en commun, surtout maintenant que nous avons construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. On peut commencer à travailler universellement, on le sait, on a vu, on en a les prémices avec la façon dont il a fallu gérer un virus ou dont il faut gérer des choses planétairement maintenant. Donc on est très proche de cette unification. Et le fait de travailler de façon consciente à cette œuvre, eh bien, fera que les hommes ne pourront pas dire oui, on va y aller en se bagarrant, ça ne sert plus à rien. On va y aller en coopération, en mettant ensemble nos potentiels, nos différences, parce que ces différences sont le moyen d'évoluer, justement. C'est très très important qu'on ait préservé toutes ces différences. Imaginons si nous étions tous faits de la même façon. On correspond, on prend un être humain lambda et toute l'humanité ressemble à cet être humain. On ne pourrait pas évoluer. Il faut qu'il y ait ces différences, il faut qu'il y ait ces apports. Certains préservent le spirituel, d'autres travaillent le rationnel, la science, d'autres travaillent la spiritualité ou gardent des traditions millénaires, des traditions qui expliquent notre aventure, notre histoire, et sans lesquelles on ne saurait rien. Sans l'ethnographie, sans l'ethnologie, on ignorerait beaucoup de choses. Donc il a fallu, l'ethnologue, il est important, mais pas plus important que l'ethnolographié.
Voilà, c'est un travail commun, sauf que les gens le savent pas, on s'en rend pas compte, mais c'est un travail commun qui fait que on a des connaissances. Ces connaissances, elles viennent de ce travail commun. C'est le travail commun entre Freud et ses patients qui fait que on a développé la psychanalyse, etc. C'est pas Freud qui fait tout le travail, c'est un travail commun. Et ils sont aussi importants. Le patient et Freud sont à égalité dans la construction de l'humanité, pour la construction. On est tous à égalité pour construire l'humanité. On apporte tous la même chose, c'est-à-dire l'entièreté de notre existence. Qu'on dure un jour ou qu'on dure 100 ans, qu'on le fasse par le bien ou par le mal, qu'on soit un saint ou un assassin, on construit, on travaille à l'humanité sans le savoir. Voilà. Alors il vaut mieux travailler en étant un saint qu'un assassin, évidemment. Mais le délinquant est aussi important à l'évolution du droit que le juriste qui va poser une loi sur sa délinquance, sur sa capacité. Un délinquant va trouver une astuce pour abuser de ses congénères sans se faire prendre. Eh ben, le juriste, quand il va comprendre qu'il y a ce vice de forme, il va poser une loi. Et c'est pour ça que maintenant, notre code pénal, c'est un ouvrage qui fait 40 cm de haut et qui a des milliers, des dizaines de milliers d'interdits. Ils sont nés justement du travail conjoint entre le délinquant et le légiste, et le législateur qui va poser une loi. Donc ça, c'est la complexité que l'humanité ne voit pas actuellement. Il prend pas conscience, elle n'a pas pris conscience encore de cette complexité. Et donc, ça veut dire qu'elle pointe du doigt le méchant, et elle dit, lui, il sert à rien, lui, il est inutile, lui, etc., comme si c'était une réalité. C'est totalement faux. Quand on aura pris conscience de cette complexité, on verra à quel point le mendiant au coin de la rue, il est aussi important pour l'évolution de l'humanité que le sociologue qui écrit sur la mendicité et qui va écrire sur les SDF. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui va recevoir les honneurs, les hommages. On va dire c'est superbe ce que vous avez écrit, c'est magnifique. Et on n'aura pas compris que le mendiant au coin de la rue, d'abord il est à l'origine de l'œuvre de ce sociologue, mais en plus, tous les gens qui le croisent sont obligés de prendre ça les travaille. Il travaille sans le savoir, il fait un travail considérable vis-à-vis de tous les gens qui le rencontrent, parce qu'on est obligé de dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde injuste, pourquoi? Alors il y en a qui vont exprimer leur radicalité, oui, il n'a qu'à travailler sans se poser de questions, donc ça va être obligé la société de lui dire non, tu sais, tu devrais regarder, il y a des circonstances atténuantes, ce gars-là, il n'a pas eu le même parcours que toi, la même enfance que toi, il se retrouve là pas pour rien. Donc ça fait évoluer la conscience humaine. Et puis ceux qui sont empathiques, les empathes, ils vont dire mais c'est pas possible. Bon, ils vont lutter contre le gouvernement, contre les systèmes pour dire il faut faire quelque chose. Vous voyez l'égoïsme dans lequel vous conduisez l'humanité, etc. Donc ça va faire des vocations de résistants. Donc son travail, il est aussi essentiel que celui du sociologue. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la complexité que l'humanité va devoir prendre en compte. Alors, après avoir fait un petit intermède, toujours à partir des émissions de France Culture, sur Maître Eckhart, je voulais voir un petit peu la philosophie du médiéval, et j'ai pas fini encore. Hein. J'ai fait 3 ou 4 vidéos sur Maître Eckhart, mais c'est passionnant et c'est vraiment extraordinaire. La philosophie du médiéval qui est la pensée médiévale qui est liée au spirituel et en même temps qui se pose les questions scientifiques. Il y a toujours cette recherche, mais c'est pas la raison pure, c'est
le mélange de spirituel et de raison, qui va faire Maître Eckhart, par exemple, et puis tous les philosophes de cette époque-là qui étaient... c'était pas circonscrit à un petit territoire, l'Occident, la Grèce, etc. Là, ça englobe l'Afrique, ça englobe toute l'Europe, ça englobe des endroits. Il y a la philosophie juive, la philosophie musulmane, la philosophie occidentale, qui sont chrétiennes, qui travaillent de concert, en fait, pendant la philosophie médiévale. Et donc, j'avais abandonné l'histoire de la raison qu'avait produit François Châtelet dans les années 70, et c'était la montée de la raison, justement, dans le courant philosophique, mais il le faisait démarrer, plus ou moins, à la Renaissance, donc après la période du médiéval. Le médiéval, pour moi, était équilibré entre le spirituel et le rationnel. Et à partir de Galilée, à partir de ce qu'on appelle la Renaissance, tout ça, c'est des termes qui ont été créés par l'humanité. Il n'y a pas de rupture. Un jour, on est passé, le 14 août 1412, du Moyen-Âge à la Renaissance. Non. Tout ça, il faut le prendre de manière légère. Mais ce qui est intéressant, c'est cette évolution de la raison. Et dans l'évolution de la raison, il y a, donc à partir de la contestation, en fait, du religieux, pour pouvoir établir une philosophie plus proche du scientifique, une philosophie qui dit « je ne crois que ce que je vois, je ne travaille que sur la réalité, je ne veux pas mélanger avec l'idée que c'est Dieu qui a fait, qu'il y a Dieu derrière tout ça, je ne m'en occupe pas, je veux analyser la matière telle qu'elle est, l'univers tel qu'il se présente, tout ce que je vois. » Alors qu'avant, au médiéval, le Dieu était présent et puis on réfléchissait aux choses, mais Dieu s'était occupé les esprits du spirituel et du scientifique. Et là, le philosophe veut écarter et le scientifique veut écarter le religieux pour être tranquille et pouvoir développer sa recherche sans être embêté par le religieux. Évidemment, le religieux, il avait pris le pouvoir au médiéval, donc il faisait la pluie et le beau temps, et donc il pouvait interdire telle réflexion. On le voit dans certains penseurs, certains doctes, les grands pontes du christianisme. Au médiéval, ils interdisent la lecture des philosophes. Ils ne veulent pas entendre parler Donc, il y a quelque chose de radical. À partir de Galilée, on lui interdit encore. Il vient, il amène une nouvelle science qui vient en contradiction avec les théories des religieux, et on lui dit, il faut que tu renies cela, il le fait, etc. Mais après lui, les penseurs, les scientifiques, etc., ont réussi à écarter un petit peu le religieux. Le religieux n'est plus impliqué ne s'implique plus dans la science avec cette dimension. Et il perd progressivement du pouvoir jusqu'à avoir perdu tout pouvoir aujourd'hui. Enfin, globalement. Voilà, alors on va lancer l'épisode 14 sur 20. Ben, ça fait une introduction de 14 minutes quand même. La raison et l'histoire avec Hegel. Là, on a vu Kant et donc je résistais pas à l'envie de revenir sur la raison parce que ça m'intéresse, et j'ai laissé un peu de côté le médiéval. Mais peut-être on va intercaler un petit peu comme ça de temps en temps. Alors, je lance l'écoute et je commente éventuellement, et puis je digresse. Je pars un peu en délire.
Après Kant, une figure s'impose qui confronte philosophie et histoire, c'est Hegel. L'idée du progrès intellectuel et matériel, héritée de l'âge des Lumières, est radicalisée par un événement majeur, c'est la Révolution française. Les gouvernants, les peuples, après... D'un seul coup, voilà, il y a quand même tout un tas de bouleversements, et c'est ça qui est intéressant dans l'évolution de l'humanité. On voit que les choses suivent, l'évolution de la pensée suit des mouvements, des grands bouleversements, etc. Tout est imbriqué. Il y a une interpénétration des choses. C'est les penseurs qui amènent l'idée de la révolution, mais il n'y a pas que ça. Il y a le commerce qui amène l'idée de la révolution. Il y a tout un tas d'événements qui vont faire que d'un seul coup, le dominant qui était de droit divin et qui était un dominant qui se transmettait le pouvoir par le sang, la noblesse, d'un seul coup, là, ça peut plus tenir et le monde va renverser cela. Et c'est la révolution. Et ça, c'est un point crucial dans l'évolution. Parce que d'un seul coup, on sort du mécanisme de la nature où, quand nous étions des primates naturels, les dominants, c'était pas le peuple, c'était pas le groupe, c'était un petit groupe de dominants ou un dominant qui s'imposait, le chef des chimpanzés, le plus costaud, etc. Et c'est lui qui gérait tout le système. Et en fait, à partir de la Révolution, c'est l'inverse, c'est le peuple. On arrive sur un principe démocratique qui commence à se mettre en place. C'est pas encore bien concrétisé, et qui fait que c'est l'ensemble de la troupe des primates, par exemple, chez les primates, ça correspondrait à ça. L'ensemble de la troupe qui élit le meilleur d'entre eux, qui fait monter le meilleur, d'accord, mais pour qu'il applique les valeurs de la troupe. C'est la troupe qui décide, qui dit « Bon, ben nous, on ne veut pas de guerre avec le clan voisin, on veut vivre en paix, on ne veut pas que tu thésaurises toutes les femelles, on veut pouvoir vivre notre vie tranquillement, on veut pouvoir aimer qui on veut, etc. » Bon, bref, par exemple, voilà. Et donc, là, d'un seul coup, il y a un grand bouleversement. Et donc, la révolution, elle amène des idées nouvelles. Mais la révolution, elle est aussi le fruit de l'évolution de la raison. Donc, les premiers physiciens, les Galilée, les Copernic, etc., qui renversent un peu le pouvoir religieux et qui contestent le système établi. Voilà. Et progressivement, ça conduit à la révolution. Dans la souffrance, certes, mais apprennent leur destin historique. Et Hegel formalise cet événement. Il s'efforce de construire le savoir qui rend intelligible le devenir de l'humanité et d'organiser son présent sous les auspices de la raison. Encore un penseur réputé difficile, François Châtelet, que certains tiennent pour le dernier des grands philosophes classiques, pour celui qui a mis fin, par une réussite exemplaire, à l'entreprise métaphysique. Mais il a mis fin, à mon sens, pendant un temps. C'était encore valable dans les années 70, mais maintenant, je pense que c'est pas, il n'a pas mis fin complètement. La métaphysique, elle est là, elle est présente. La question du divin revient, à mon sens, en force, mais pas au niveau religieux, au niveau du créateur, du principe créateur. Qu'est-ce que c'est que ce principe à l'origine de l'univers? Pourquoi comment a pu se constituer cet univers avec ses lois, avec la potentialité qu'il y ait la vie, qu'il y ait le vivant au milieu. Il faut bien voir que Hegel constitue une synthèse de tout le savoir philosophique passé. C'est François Châtelet. Et en particulier, qu'il rassemble dans ses écrits les découvertes qui ont été faites par la pensée moderne.
Donc c'était une sorte d'encyclopédiste déjà. Il veut, c'est la façon dont je travaille, mais intuitivement. J'ai pas réfléchi. Ça s'est imposé comme ça à partir du moment où j'ai posé cette phrase. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Ça m'a obligé à comprendre la totalité. D'où nous venons, l'origine de l'univers, le vivant, l'évolution, l'évolution, donc l'évolution, pourquoi il y a la place du mal, pourquoi il y a le mal, pourquoi il y a cette complexité dont j'ai parlé tout à l'heure, à quoi sert tel ou tel le délinquant, pourquoi il y a un délinquant dans l'humanité, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que on ait besoin de ça pour évoluer, pourquoi on a dû créer le délinquant en somme, pourquoi l'humanité s'est organisée comme ça. Donc ça englobe tout le paysage de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la mort, etc. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que... est-ce qu'il y a est-ce que les choses sont déterminées ou est-ce qu'il y a du hasard? Enfin, ça oblige à penser à tout. Et Hegel, dans son entreprise, c'est exactement ça. Et sauf que c'est un universitaire, quelqu'un de Calais, qui était en plus dans un groupe de penseurs incroyables, qui se sont retrouvés aux mêmes écoles, aux mêmes universités, avec Schelling, avec... voilà, enfin, vraiment quelque chose qui a permis un travail inouï. Mais aujourd'hui, ce travail, on n'a pas besoin d'être en contact parce que n'importe qui, quelqu'un comme moi qui n'a même pas le certificat d'études, peut, grâce à Wikipédia, grâce aux bibliothèques, grâce à se cultiver autant que Hegel à l'époque. Et même davantage, parce qu'on a accès à un savoir inouï. Je n'ai pas besoin de connaître les penseurs, les physiciens actuels, d'être en relation avec eux, d'écrire, de leur écrire, d'échanger, de faire des échanges épistolaires. Je peux avoir accès à leur savoir sans ça. Voilà. Et simplement, Hegel, c'est... Propos, il faut procéder comme nous avons procédé à propos de Kant. Il faut, d'une manière très précise, le situer historiquement. Et peut-être de cette manière apparaîtra-t-il comme un peu moins complexe. On se souvient, à propos de Kant, que l'un des buts de l'entreprise kantienne, en dehors de la fondation qu'il a voulu faire des sciences expérimentales, a été de fournir à l'humanité une perspective d'ensemble pour son action. Kant, et c'est là un aspect sur lequel je suis peut-être passé un peu vite la semaine dernière, se situe dans l'optique de l'âge des Lumières, dans la mesure aussi où il veut constituer une société des esprits. J'avais cité une des lois abstraites de sa morale. C'est l'idée déjà, la mise en commun du savoir et pour travailler, pour comprendre, parce qu'il sent que tout seul, il ne peut pas. Donc, il a besoin d'avoir un groupe, de penser que il faut s'associer pour comprendre des choses qui sont, auxquelles on n'arrive pas encore à atteindre seul. Ça, c'est vraiment important. Donc, à cette époque-là, il y a les encyclopédistes qui veulent rassembler toute la connaissance. Bien entendu, ça vient aussi à cette époque où il y a l'imprimerie qui commence avec Gutenberg. Et donc, enfin, toutes les découvertes, tout est très harmonieux quand on regarde. Vu de loin, tout est très harmonieux.
simplement cette harmonie. On la voit comme ça quand on est extérieur et quand on est un philosophe qui vit retiré du monde comme Kant ou comme moi, finalement, voilà, sans être touché par les événements, sans être impacté par la guerre ou par la violence ou par le fait d'être ballotté à droite à gauche. Voilà, même Hegel, il a vécu l'invasion de Napoléon en Allemagne, etc. Donc, on peut arriver à avoir une sorte d'harmonie, mais évidemment qu'à l'époque de Kant, il y avait des guerres en pagaille, il y avait des chaos, puis la Révolution, ça a été un chaos incroyable. Bref. Être toujours législateur et sujet dans un règne de fin rendu possible par l'autonomie de la volonté. En énonçant un tel programme, Kant reprend l'idée d'un certain nombre de penseurs du XVIIIe siècle qui voulaient réunir tous les hommes de bonne culture, de bonne moralité, tous les hommes de réflexion et de progrès autour d'une perspective de salut de l'homme fondée sur la lutte contre l'obscurantisme et contre la misère. Voilà, éclairer l'homme, et puis c'était l'idée du progrès déjà qui était là derrière Kant. L'idée que l'humanité, on ne sait pas où elle va, mais il faut que si on progresse, on atteindra quelque chose, une sorte d'âge d'or. Il ne pouvait pas se pencher complètement sur le devenir, sur la finalité. Ils n'avaient pas les moyens encore à l'époque de comprendre cette finalité que j'essaye de décrire, que je dis l'humanité ne peut pas ne pas atteindre sa perfection sociale, la maîtrise complètement du comportement, la maîtrise complètement de l'environnement, la maîtrise complètement du questionnement. C'était pas possible à leur époque. Mais ils entrevoyaient bien que le progrès conduisait à quelque chose et qu'on pouvait agir sur l'humanité, qu'on pouvait la faire progresser, l'améliorer. Kant reprend ce programme. Donc c'est bien parce qu'ils sont des écorchés, ils sont l'injustice, la souffrance, l'obscurité, l'obscurantisme, tout ça les faisait souffrir Kant, faisait souffrir Spinoza, faisait souffrir Hegel, faisait souffrir... Tous les philosophes souffrent de leurs frères humains. Et donc cette souffrance, elle est insupportable, elle est tellement insupportable qu'il faut trouver des solutions pour aider. Voilà, mais c'est pas que les philosophes, hein, c'est ceux qui travaillent pour les restaurants du cœur, qui aident leurs voisins, qui font, voilà, qui luttent, qui font de la politique là pour lutter contre les injustices. C'est ça. Et donc cette lutte entre les réactionnaires qui veulent que le monde ne bouge pas et ceux qui veulent que le monde bouge, que le monde évolue, c'est ce qui tire l'humanité vers le haut. Mais il faut qu'il y ait les réactionnaires, il faut qu'il y ait les systèmes qui bloquent, il faut qu'il y ait des extrêmes, comme on vit aujourd'hui, et puis ceux qui luttent contre les extrêmes. C'est le travail conjoint des deux. Et pour l'instant, on le voit pas. On voit que, alors, selon le côté où on est, on va dire les méchants sont là ou les méchants sont là. Mais en réalité, il n'y a pas de méchants et de gentils. C'est un travail conjoint. C'est évidemment, il faut prendre une position. Il faut savoir où est le bien et où est le mal. Ça, c'est indéniable pour évoluer vers le bien. Mais en réalité, ça se joue pas comme ça. Réunir les hommes autour de la raison pratique. Mais ce qu'il apporte de nouveau, et ce qui est décisif,
c'est qu'il insiste sur le fait qu'aucun homme ne peut être exclu. Bref, il faut que la société des esprits s'étende à l'humanité tout entière. C'est là ce qu'il nous propose comme tâche infinie. En somme, quand il dit cela, il préfigure d'une certaine manière l'objectif défendu par Hegel. On parle de Kant, là. Qui consiste à dire qu'un homme ne peut pas être libre tout seul. Un homme ne peut accomplir sa liberté que s'il vit dans un monde d'hommes qui sont également libres, libres comme lui, et qui, comme lui, appliquent les préceptes de la raison pratique. Incroyable. C'est exactement... Ben voilà. De toute manière, on ne peut pas ne pas être sur les mêmes réflexions quand on réfléchit à l'évolution de l'humanité. C'est obligé. Sauf que maintenant, je le dis d'une autre manière. On ne peut pas... Un groupe ne peut pas être libre quand les autres sont prisonniers. Parce que ça engendrera toujours et la jalousie, et le désir de se libérer, et le désir de lutter contre l'autre, donc la guerre, la violence pour se libérer, etc. C'est une obligation. Donc c'est soit le groupe humain dans sa totalité qui arrive, ou sinon que le groupe humain dans sa totalité qui n'y arrive pas à cet état de perfection. C'est une obligation que ce soit l'ensemble humain, la totalité des humains qui soient libérés de toutes les contraintes qui correspondent à l'évolution d'un primate naturel en un humain abouti. Toutes ces contraintes auxquelles nous sommes soumis, nous, hommes constructeurs de cette perfection, eh bien, on ne peut que les régler progressivement, les enlever jusqu'à la libération totale de l'humanité pour la totalité de l'humanité. Voilà un premier aspect qui va hanter la pensée hegelienne. Il y a un second aspect. C'est une réflexion très attentive, très minutieuse, et en même temps, nous le verrons, très dramatique, sur l'idée de progrès. Là aussi, nous avons vu que cette idée de progrès est un des éléments fondamentaux de cet âge des Lumières, du XVIIIe siècle. L'homme est perfectible. On va arrêter là, sur cette vidéo, mais voilà, c'est ce que je voulais entendre sur cette chose-là. Je le découvre en même temps. Mais ça me rappelle une discussion avec quelqu'un qui pensait que à cette époque-là, il n'y avait pas l'idée du progrès déjà. Eh bien oui, il était là, cette idée du progrès. Elle commence là déjà, avec Kant, et elle va rayonner tout le 19e siècle, elle va donner naissance à Marx, à Saint-Simon, à Fourier, à la Révolution évidemment, parce que c'est ça, c'est la recherche du progrès, c'est la conscience que l'humanité est dans une sorte de progrès. Cette conscience, elle n'était peut-être pas là au médiéval, au moins pas sous cette forme-là, parce que les choses étaient de droit divin, les choses étaient établies comme dans la nature primate. Les primates, ils ne peuvent pas penser en termes de progrès. Ils vivent là, le groupe est là, il se reproduit, les schémas se reproduisent. Un dominant renverse l'ancien dominant, prend sa place, thésaurise tous les privilèges, et puis est harcelé par tout un tas d'autres de prétendants qui un jour, parce que le dominant est fatigué, ils le renversent, ils prennent sa place, et ça reste comme ça. Et ça, c'est le principe de l'aristocratie. Ce principe-là, il n'est pas évolutif, parce que il n'y a pas de régénération, et puis il n'y a pas d'inversement de ce modèle. La démocratie, c'est pour ça que c'est un bouleversement inouï dans l'évolution, parce que ça a bloqué, ça a fermé l'idée de l'évolution selon la nature.
un dominant qui renverse un dominant, qui renverse un dominant, qui renverse un dominant, et qui fait que nos cousins primates, nos cousins chimpanzés ne peuvent pas sortir de ce modèle et donc évoluer, mettre en route un progrès. Et l'humanité a mis en route un progrès à partir du moment où elle a pris conscience de ce qu'elle était d'abord, à partir du moment où elle a mis le divin, où elle a imaginé Dieu, où elle a eu la révélation, peu importe comment on appelle ça, de Dieu, parce qu'à ce moment-là, il y a un dominant qui s'est posé au-dessus du dominant classique, au-dessus du chimpanzé qui domine tout le groupe. Et ben là, il y avait Dieu qui était par-dessus lui, et donc le dominant devait obéir à un dominant supérieur, à Dieu. Donc, dans ce cas-là, il était plus tout puissant. C'était fini. Et on pouvait travailler sur lui. À partir du moment où le dominant doit obéir aussi à Dieu, à un supérieur ou au religieux qui le représente sur terre, eh bien, le roi n'est plus tout puissant. Déjà là, il perdait un peu de sa toute-puissance. Et après, ben, le progrès, une fois qu'il est mis dans la tête de l'humanité, ben, elle le poursuit et maintenant, on ne peut pas arrêter ce progrès avant qu'il atteigne sa perfection. C'est ce que défend ma théorie. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos universelles, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité, et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'ai écrit toute cette théorie depuis 25 ans maintenant. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.